Il est le fruit d'un chantier pharaonique, mené dans les années 1970 sous la houlette de la Chine. Le chemin de fer Tanzanie-Zambie, le Tanzam, est une prouesse technique qui traverse plus de 320 ponts et des contrées inhospitalières. Long de 1860 km, il relie le port de Dar es Salaam à la ville zambienne de Kapirimposhi. Un chantier éminemment politique. Il s'agissait de désenclaver la jeune Zambie indépendante, sans accès à la mer. Dar es Salaam est la capitale économique et culturelle de la Tanzanie. Principal port de l'Afrique de l'Est, cette métropole moderne compte aujourd'hui plusieurs millions d'habitants. L'heure est à la mobilité. Si la route occupe une place importante dans les échanges commerciaux, les villages reculés sont encore principalement approvisionnés par le train. Dar es Salaam abrite la plus grande gare du pays. Un demi-million de passagers y transitent annuellement. La plupart voyagent en 3e classe. Un trajet complet sur le Tanzam coûte l'équivalent de 28 €. Pour une couchette en 1re classe, il faut en débourser 40, soit un salaire mensuel moyen. Les contrôles au départ sont drastiques et une toute nouvelle loi environnementale interdit désormais l'usage des sacs en plastique. Mais malgré les amendes, les habitudes ne changent pas du jour au lendemain. La gare du XXIe siècle est un lieu polyvalent. Ce qui est pour les uns une salle d'attente et de départ se transforme en décor improvisé pour d'autres. C'est parti. La durée moyenne du trajet entre Dar es Salaam et Kapirimposhi est de 50 heures. Le train express ne met en théorie que 42 heures. Les équipes de conducteurs en binôme sont remplacées 8 fois au cours du voyage. La fatigue est un facteur à risque considérable sur cette ligne difficile. Le conducteur William Luyalu en sait quelque chose. C'est un métier dangereux, mais que voulez-vous? Nous devons toujours être extrêmement vigilants. D'autant plus quand nous transportons des voyageurs, des vies humaines. À l'époque de sa construction, le Tanzam constituait une promesse de liberté et d'indépendance vis-à-vis des anciens colons blancs, en particulier pour les petits agriculteurs de l'arrière-pays. Pour le père Aloysius, il est un symbole de la solidarité afro-asiatique. Ce chemin de fer était aussi une manière de soutenir les peuples des pays africains qui subissaient encore l'oppression coloniale. Ces pays se trouvaient surtout au sud de la Tanzanie, comme la Rhodésie qui est devenue le Zimbabwe, ou l'Afrique du Sud. Ce n'est pas pour rien qu'on surnomme souvent ce chemin de fer Uhuru, qui signifie liberté en swahili. Le chemin vers la liberté aura été long et difficile. Plus de 100 000 ouvriers chinois et africains ont passé 6 ans à défricher les terres et à poser les rails. La disparition de nombreux pâturages a aussi bouleversé le mode de vie ancestral des Maasai, des semi-nomades qui vivaient au rythme de la nature et à l'écart de toute autre civilisation. Au cœur de la forêt de Kasim-Dzoumbwi,
l'une des plus anciennes de la planète, les arbres ont dû faire place à la gare solitaire de Mzenga, censée accueillir plusieurs trains quotidiens. Des lieux de restauration et d'hébergement devaient même voir le jour. Mais ces rêves de développement se sont rapidement envolés et les rails restent aujourd'hui désespérément vides. Un échec dont ces villageois ont malgré tout su tirer parti. Profitant du calme plat qui règne sur la ligne, ils ont transformé une draisine en ambulance de fortune. Une chance pour cette femme souffrante qui n'aurait eu aucun autre moyen de consulter un médecin. Les employés de l'entreprise d'État qui exploite la ligne, connue sous l'acronyme TAZARA, pour Tanzania Zambia Railway Authority, sont fiers de leur chemin de fer. Malgré l'absence de moyens, ils entretiennent les rails du mieux qu'ils peuvent. Les essieux et traverses mis au rebut témoignent du soin qu'ils apportent à leur mission. Les habitants de la région profitent des quelques minutes d'arrêt du train pour vendre aux passagers cacahuètes grillées, beignets, boissons et autres encas pour compléter leurs maigres revenus. La Tanzanie et la Zambie comptent parmi les pays les plus pauvres de la planète. Les États manquent de moyens pour assurer des déplacements efficaces, confortables et abordables. La professeure d'anglais, Ome Hachuba, voyage en famille. Elle aurait volontiers pris le bus, mais il est encore plus cher que le train. Le train est dans un état déplorable. Il fonctionne vraiment très mal. Je le prends parce que je n'ai pas les moyens de faire autrement. Et puis je dois me rendre à un enterrement avec mes parents et mes frères. En plaine, le Tanzam atteint une vitesse de pointe de 110 km/h, soit inférieure à celle d'un TER français. En troisième classe, difficile de trouver des places assises pour tout le monde. Peu après Mzenga, le Tanzam pénètre dans la réserve de gibier de Selous. Avec plus de 54 000 m² de superficie, c'est la plus grande réserve d'Afrique et la deuxième au monde. Contrairement aux autres parcs nationaux de Tanzanie, la chasse commerciale au gros gibier y est autorisée, à l'exception d'un petit territoire au nord. J'aime bien prendre ce train parce qu'il me permet de voir beaucoup d'animaux de notre pays. Et de toute façon, ça fait toujours du bien de voyager en train, parce qu'on traverse le parc national et que les paysages sont très beaux. Ça réduit le stress qu'on a dans la tête. Quand j'arrive chez moi, je suis apaisé et décontracté. La traversée sur rail d'une savane peuplée d'animaux sauvages est un exercice de haute voltige. Le danger peut surgir n'importe où et à tout moment. Je dois toujours regarder suffisamment loin pour repérer au plus tôt les éventuels obstacles sur la voie. Quand je vois des animaux traverser les rails, il faut que j'aie le temps de ralentir pour qu'ils puissent passer en toute sécurité.
Si je ne les vois qu'au dernier moment, j'actionne la corne. On a aussi des clochettes qui annoncent notre arrivée. Les animaux qui traversent régulièrement la voie connaissent ce signal. Plus d'un train a déjà déraillé en croisant la route d'un éléphant. Les conducteurs doivent donc constamment être aux aguets. À environ 200 km de Dar es Salaam, le train entre en gare de Kisaki. Au début du 19e siècle, cette petite localité était un carrefour important pour les caravanes arabes de marchands et de chasseurs d'esclaves. Dans les années 1970, l'économie socialiste planifiée du pays prédisait un avenir radieux à Kisaki, une promesse dont il ne reste guère de traces de nos jours. Les trains sont rares et l'heure de passage aléatoire. Parfois, les annonces évoluent d'heure en heure. Aujourd'hui, le retard s'élève déjà à 8 heures. Mais les voyageurs n'ont pas vraiment d'alternative pour se déplacer. La plupart des familles des employés de la Tazara complètent leurs revenus en pratiquant un peu de commerce et d'agriculture. Dans les années 1970, beaucoup ont acheté des terres pour cultiver et vendre du maïs, des pommes de terre ou du riz. À l'époque, le chemin de fer a suscité un immense espoir auprès des habitants qui y voyaient une source de revenus réguliers et un avenir meilleur pour eux et leurs familles. Mais la Tazara ferme les petites gares les unes après les autres et les employés sont licenciés. Le décollage économique le long de la voie ferrée n'a jamais eu lieu. Le train est coûteux et l'entreprise déficitaire. Faute d'argent, la modernité est restée à la porte des gares. En théorie, la régulation du trafic devrait se faire via un système de cantonnement assuré par un réseau téléphonique. Mais le dispositif est en panne depuis belle lurette. Signaux, systèmes de télécommunication et même câbles, tout a été volé ou démonté. À Kisaki, le chef de gare Christopher Mpanda et son collègue Simon Mfungo sont chargés de la régulation du trafic. Je me souviens à peine de cette machine. Elle s'appelle Block Instrument. Sa fonction à l'époque, quand il y avait encore les Chinois, était de bloquer la voie pour le passage des trains. C'est avec elle que je contrôlais les arrivées et les départs. On appuyait ici, sur le bouton appel. La gare suivante nous répondait et nous annonçait par exemple qu'il allait y avoir un train qui arriverait vers 8 heures. Donc, on l'enregistrait et on lui attribuait un numéro qui indiquait qu'il serait le premier train dans un cycle de 24 heures. Puis, on se préparait à cette arrivée et on bloquait la voie. Désormais, le blocage des voies se fait par téléphone portable, pour peu qu'il y ait du réseau. Et malgré tout, le système fonctionne. Certains s'inquiètent d'ailleurs plus de la présence d'animaux sauvages que des accidents de train. Ça ne fait qu'un mois que je suis ici et ça m'est déjà arrivé au moins 5 fois d'entendre des bruits. La plupart du temps, on entend les éléphants et les hyènes. Alors quand je dois sortir, je fais beaucoup de raffus.
Pour les hyènes, ça marche. Elles se calment. Mais quand j'entends le barrissement d'un éléphant, je retourne vite à la station pour chercher des collègues. Et pour accomplir le travail, nous y allons en groupe de 3 ou 4. L'autorisation de départ est donnée manuellement, même pour le Chaumer, un véhicule spécial utilisé pour l'inspection des rails et le transport des cheminots. Au nord-ouest de Kisaki, le parc national de Mikumi jouxte la réserve de gibier de Selous. Ensemble, ils forment un écosystème d'une superficie de près de 60 000 km². Contrairement aux autres parcs nationaux du pays, le Mikumi est relativement peu connu. L'indolence du crocodile d'Afrique est trompeuse. Il peut atteindre une longueur de 6 mètres et chasse les reptiles, les poissons, les oiseaux, mais aussi les humains. Le parc national de Mikumi est entouré de sommets imposants et de contreforts boisés. Entre Kisaki et Ifakara, le Tanzam traverse une région difficile d'accès. Le long des contreforts du Mikumi et du parc national des monts Udzungawa, la voie ferrée s'étire sur près de 200 km de plaines alluviales fertiles. Ici aussi, des familles sont venues s'installer dans le sillage du chemin de fer pour monter leur affaire et assurer l'entretien des gares et des rails. Comme les trains sont rares et irréguliers, la population sous-estime souvent les dangers de cette ligne, pourtant en service depuis plus de 40 ans. Les passages à niveau, notamment, ne sont pas sécurisés. Le Chaumer va ramener jusqu'à la prochaine gare une moto garée sur les rails pour la remettre à la police. Long de 158 km, le tronçon entre Mlimba et Makambako est celui qui a posé le plus de défis aux maîtres d'œuvre du Tanzam. À l'époque de sa construction, 100 000 hommes bataillent contre un mur de forêt infranchissable. La région est tellement boisée et escarpée qu'il est pratiquement impossible d'en avoir une vue d'ensemble. Pour transporter tout le matériel, les ouvriers enchaînent les allers-retours sur des sentiers boueux de montagne. Installés dans des campements de fortune le long du parcours, ils fabriquent traverses et éléments de pont 24 heures sur 24. La tâche est colossale et les pluies diluviennes n'arrangent rien. Elles exigent la conception de systèmes de drainage complexes pour prévenir les glissements de terrain qui feraient dérailler les trains. La région est à peine peuplée et les ouvriers livrés à eux-mêmes. On perce les tunnels à la dynamite.
Les équipes travaillent sous pression. Le monde entier a les yeux braqués sur ce chantier emblématique. Plus de 3000 ouvriers sont exclusivement préposés à la construction des tunnels. 17 mourront sur le chantier. La dernière partie de ce tronçon de tous les dangers longe les contreforts du haut plateau de Mufindi. La région est l'une des plus froides du pays et la neige n'y est pas rare. Le climat très variable tout au long de l'année et la saison des pluies mettent la structure des ponts à rude épreuve. La rouille grignote les rambardes en fer et il est impossible de vérifier l'état de dégradation des armatures au cœur des éléments en béton. Par mesure de précaution, le train est obligé de réduire sa vitesse à 20 km/h sur les parties les plus délicates du tronçon. À ce jour, les détails techniques de ce chantier de prestige n'ont toujours pas été révélés, par peur des attentats et des actes de sabotage. Le budget manque pour procéder à des travaux de réhabilitation de grande ampleur. L'inspection de l'état des voies se fait avec les moyens du bord. Fred Ngeve est cheminot. Il est chargé de l'entretien des rails. J'aime mon travail. Grâce à lui, je peux payer les frais de scolarité de mes enfants pour leur assurer une bonne éducation. Il me permet aussi de subvenir aux besoins de ma famille et d'acheter des vêtements. C'est mon travail qui rend tout ça possible. Je pose des pierres sur les rails aux endroits où ils se sont abaissés. Ici, je sais qu'il faut les relever. C'est notre système de signalisation pour savoir où intervenir. Des différences de niveau trop importantes risquent de faire dérailler le train. Les moteurs et wagons de fabrication chinoise sont régulièrement défectueux et difficilement réparables en raison du manque de moyens. Les vieilles locomotives parviennent péniblement à tracter leurs wagons en haut des montagnes. Même avec les 6 nouvelles locomotives diesel fournies par la Chine, le transport des voyageurs et des marchandises connaît des ratés. Pour certains, le fait que des trains circulent toujours sur la voie relève du miracle. Les croyances populaires ont également freiné le développement du Tanzan. Nicolas Niundo est enseignant. Il se souvient que les populations rurales se méfiaient beaucoup de ce train, craignant qu'il ne mette en colère les esprits de la forêt. Les gens pensaient que le train dévorait les humains. C'était quelque chose de complètement nouveau pour eux. Ils n'avaient jamais vu de train de leur vie. Ils ne savaient pas que c'était un mode de transport qui leur permettait d'aller d'un point à un autre. Même moi, quand j'étais petit et que je le voyais arriver, je courais rejoindre mes parents ou me cacher chez moi le temps qu'il passe.
La voie ferrée traverse une multitude de paysages chargés de spiritualité que les maîtres d'œuvre chinois ne connaissent évidemment pas. Les travaux d'aménagement dérangent des sites sacrés et l'autorité des chefs de village. On raconte d'étranges histoires. Des arbres abattus la veille retrouvent leur place le lendemain, comme si de rien n'était. Des ponts s'écroulent aussitôt achevés et des tunnels se referment comme par enchantement. Mais ces phénomènes cessent aussitôt que les Chinois finissent par écouter et suivre les conseils des guides locaux. Actes de sabotage, vols, attaques, les dangers ont longtemps été bien réels. Mais la sécurité à bord s'est largement améliorée, notamment depuis qu'un poste de police mobile est installé dans les trains. Une bonne partie du voyage s'effectue de nuit. Chaque train possède 6 compartiments à 4 couchettes en première et deuxième classe. Elles sont essentiellement occupées par des touristes qui ont les moyens de se payer ce supplément de confort bienvenu. Après 850 km, le train atteint Mbeya, sur le plateau méridional de la Tanzanie. La ligne franchit la vallée du Grand Rift, une faille qui s'étend sur 6000 km de la Syrie au Mozambique. Le lac Nyasa, comme on l'appelle en Tanzanie, est l'un des grands lacs de la vallée du Rift et le 3e lac d'Afrique. Situé au carrefour de la Tanzanie, du Malawi et du Mozambique, il abrite plus d'1 millier d'espèces de poissons, soit plus que toutes les espèces réunies d'Amérique du Nord et d'Europe. Il compte parmi les géants des lacs de la planète. Né il y a plusieurs millions d'années, c'est aussi l'un des plus anciens. Source de nourriture et de revenus, les eaux du lac imprègnent la vie et les croyances des riverains. La pêche était autrefois interdite aux femmes. Selon la légende, celle-ci avait le pouvoir de faire disparaître les poissons et de provoquer des raz-de-marée. Il fallait donc régulièrement leur offrir des poissons pour les amadouer. Lorsque la pêche était mauvaise pendant trop longtemps, les riverains appelaient également à l'aide des guérisseurs pour résoudre le problème. Au nord-ouest de la petite ville de Matema se dresse l'imposante chaîne des monts Livingstone, du nom de l'explorateur écossais qui a parcouru cette région au milieu du XIXe siècle. Ayant écrit dans son testament « Mon cœur est en Afrique », ses serviteurs l'y ont enterré.
Pendant le culte dominical, les fidèles oublient un moment la dureté du quotidien. Leur chant est un hymne à Dieu, tout-puissant pour ceux et celles qui possèdent une foi inébranlable, tout en sachant que la religion n'est qu'une nourriture spirituelle. Seul le travail et l'effort leur permettent de survivre dans le monde ici-bas. Les coteaux fertiles des montagnes qui longent la vallée du Rift sont couverts de vastes plantations de riz et de thé. Dans les vallées, de petits paysans cultivent depuis plus d'un siècle des bananes ou encore du cacao et pratiquent depuis toujours une agriculture biologique, faute d'accès aux produits agrochimiques. Leurs revenus sont modestes et suffisent à peine à subvenir au quotidien. Le planning familial est aux mains des femmes, tout comme l'alimentation et l'éducation des enfants. La contraception reste mal vue dans cette société patriarcale et un couple compte en moyenne 5 ou 6 enfants. Une progéniture nombreuse est considérée comme un investissement et une forme d'assurance retraite. La cultivatrice de cacao, Erika Sibila, vit non loin du lac Nyasa. Dans le cadre d'un projet financé par un chocolatier belge, elle a pu acquérir des terres pour gérer une plantation. Elle espère ainsi améliorer durablement la vie de tout le village. Mais ce qui lui tient le plus à cœur, c'est d'offrir une bonne éducation à ses enfants. Je suis devenue agricultrice. Je cultive du riz, du maïs, des bananes et du cacao. J'ai une petite entreprise. Je vends des produits au marché. Des mandazis, ce sont des petits beignets. Du sel, des bananes et différents fruits. J'espère que plus tard, mes enfants seront scolarisés et que je pourrai leur construire un foyer où il fera bon vivre. Mon frère est décédé et je soutiens aussi ses enfants. Je paye leur scolarité. Je prie Dieu pour qu'il m'accorde une longue vie. Longtemps restée à l'écart des grandes voies de communication, la région du lac Nyasa est désormais reliée au chemin de fer par une voie rapide. Une aubaine pour tous les petits agriculteurs en recherche de débouchés. Après Mbeya, le train passe la frontière vers la Zambie. Il s'arrête dans la petite ville de Chozi. De là, il ne reste plus que quelques 200 km avant de rejoindre la capitale provinciale, Kasama. À Chozi, le train est attendu avec impatience. Ici, chacun et chacune veut faire acheminer sa petite récolte vers la grande ville, emballée dans des sacs de 20 kg, parfois de 50 kg ou plus. Les places sont disputées car tout le monde ignore quand le train suivant passera. La plupart de ces femmes voyagent pour des raisons professionnelles. Mais elles font rarement le trajet seules. À deux, elles se sentent plus en sécurité.
La commerçante Felice Chongo se rend à Tunduma avec ses amis. Avant, il y avait beaucoup de voleurs dans le train. Non seulement ils dévalisaient les femmes, mais en plus ils nous insultaient. C'était vraiment dangereux. On n'avait même plus envie de prendre le train. Et on avait commencé à réfléchir à se déplacer par d'autres moyens. Mais maintenant, ça va mieux, parce qu'il y a des policiers à bord. Ces derniers temps, on nous a laissés tranquilles. Pour moi et mon bébé, le train, c'est très bien. Surtout de nuit, c'est plus sûr qu'en voiture. Le chemin de fer a profondément transformé la région. En Zambie aussi, les familles se sont installées le long des rails. La commerçante Teresa Bwalia éprouve même une certaine tendresse pour le Tanzam. Pour moi, ce train est comme un chat. Il est gentil. Les habitants des régions les plus reculées sont entièrement tributaires du chemin de fer. 54% de la population zambienne vit de l'agriculture et seul le train permet de transporter et donc de vendre des récoltes importantes. Sa défaillance signerait la disparition d'une source vitale de revenus. Ici, le temps semble s'être arrêté. La population vit presque comme il y a un siècle. Le besoin d'une modernisation profonde est de plus en plus criant. Deux jours après son départ, le Tanzam arrive à Kasama. La ville occupait autrefois une place stratégique dans la politique est-africaine des puissances européennes. Au cours de la Première Guerre mondiale, Allemands et Britanniques s'affrontent aussi en Afrique. En 1918, les troupes coloniales allemandes réussissent à avancer jusqu'à Kasama quand l'armistice est signé en Europe. Les combats terminés, Britanniques et Allemands marchent ensemble vers le nord-est de la Zambie. À Abercorn, aujourd'hui Mbala, les Allemands déposent officiellement les armes le 25 novembre 1918 et mettent ainsi fin à la Première Guerre mondiale sur le sol africain. La Zambie n'obtient son indépendance du Royaume-Uni que dans les années 1960. Les anciennes structures coloniales ont disparu, mais désormais, c'est la dette colossale détenue par la Chine qui oppresse le pays. Bien que la population éprouve un sentiment de gratitude pour le financement du chemin de fer, l'omniprésence économique du géant asiatique suscite des résistances de plus en plus vives. La prochaine gare significative est Serengye. La petite ville située à proximité d'une chaîne montagneuse appelée l'escarpement de Muchinga marque la limite entre le sud du pays, plus développé, et le nord. C'est aussi un lieu touristique, point de départ vers différents parcs nationaux. Non loin de Serengye, à l'extrême bord de l'escarpement de Muchinga, un paysage préservé abrite l'un des monuments naturels du pays. Les chutes de Kundalila, un lieu sacré pour les habitants de la région. En langue bemba, Kundalila signifie « la colombe qui pleure ».
Une profonde piscine naturelle, bordée de fleurs sauvages, s'est formée au bas des chutes. Les visiteurs sont autorisés à s'y baigner et même à camper et à pique-niquer sur le site. Samuel Camfoy, le directeur du parc, travaille ici depuis plus de 20 ans. Il y a longtemps de ça, des colombes nichaient juste là. On les voyait voler et on les entendait roucouler. Puis, quand les chutes ont été classées monument national en 1964, les touristes ont commencé à affluer. Certaines personnes qui pensaient que les colombes avalaient des pierres précieuses ou de l'or quand elles disparaissaient derrière les chutes, se sont alors mises à les chasser pour récupérer ces pierres. Depuis, les colombes se méfient des humains et elles ont déserté les lieux. Du haut des chutes, on jouit d'une vue spectaculaire sur la vallée préservée de la Luangwa. « 100 km au sud-ouest de Serengé, le train arrive en gare de Mkushi, l'avant-dernier arrêt de cette ligne longue de près de 1900 km. La localité est située le long du Tanzam Highway, une voie rapide entre la Tanzanie et la Zambie, construite par les États-Unis. À Mkushi, les trains de marchandises d'une autre époque témoignent de rêves de grandeur dont il ne reste plus grand-chose. Ici non plus, le décollage économique n'a jamais eu lieu. La plupart des ouvriers à la recherche d'un emploi ne se fait plus aucune illusion. Incapable de tenir ses promesses, le service public du rail souffre de la concurrence des entrepreneurs privés de la route. La ligne ne rapporte pas suffisamment d'argent aux deux États pour mettre aux normes des infrastructures plus que vieillissantes. Les cheminots combatifs refusent d'abandonner le train de la liberté, du moins pour le moment. Ici, l'obtention d'un emploi à la Tazara équivaut à décrocher le gros lot. Même s'il arrive, comme l'été dernier, que les salaires soient versés avec plusieurs mois de retard. Il y a près de 50 ans, le plus grand projet d'infrastructure de tout le continent africain affichait fièrement son ambition de sortir de la pauvreté les populations de l'arrière-pays. La Tazara symbolisait alors le pouvoir de l'État. Elle incarnait le rêve post-colonial de la prospérité pour tous. Aujourd'hui, elle incarne plutôt la faillite d'un système économique. Le trafic ferroviaire ne semble plus être pris au sérieux par personne. Pas même par les animaux. Le district de Mkushi regorge de minéraux et de pierres précieuses, dont l'éclat ne rejaillit pas franchement sur la gare de la ville. Malgré tout, les jeunes, notamment,
croit encore en un avenir sur les rails. C'est le cas de Chanda Bwalia, employé de la Tazara, et de sa petite amie Cecilia Mwapé. Mon rêve serait que l'entreprise change de l'intérieur. Actuellement, il y a beaucoup de problèmes, surtout financiers. Mais j'aime réellement cette entreprise. Je rêverais de travailler pour une société de chemin de fer qui fonctionne comme en Allemagne, en Chine ou en Afrique du Sud. Dans ces pays, le trafic ferroviaire se porte très bien. Je souhaite simplement que la ligne marche à nouveau, aussi bien qu'à l'époque de son ouverture. J'ai un rapport très intime au train. Ils me font rêver depuis que je suis tout petit. Quand j'étais enfant, je voulais être l'un de ceux qui conduisent les locomotives ou qui réparent les rails. Et mon rêve est devenu réalité. Tous continuent de s'accrocher à leurs rêves de mobilité. Le conducteur Samuel Mkouwa garde la foi. Pour moi, le train est comme un éléphant. L'éléphant est une force de la nature. Il est puissant, comme une locomotive. Le train ne se déplace pas du tout à la même vitesse que les autres moyens de locomotion. C'est un véhicule transafricain un peu lent, comme l'éléphant. C'est pour ça que je fais cette comparaison. La Zambie possède d'importants gisements de cuivre, de cobalt et de pierres précieuses. Le pays était autrefois le 4e producteur de cuivre au monde. Mais la chute des cours et la nationalisation des mines ont failli causer la ruine du secteur. Depuis, des investissements et la reprise de la demande grâce au marché chinois ont permis un retour timide des bénéfices. Mais ce regain d'activité ne se répercute pas sur le service de fret de la Tazara. Sur les rails, la concurrence est rude. Depuis la fin de l'apartheid, les sociétés de chemin de fer de l'Est et du Sud de l'Afrique se disputent âprement la moindre cargaison. Après 52 heures de voyage, 105 stations et 1860 km, le train arrive à Kapiri-Mposhi, son terminus, en bordure de la ceinture de cuivre zambienne. Le Tanzam circule 2 fois par semaine dans les 2 sens. Près d'1 demi-million de personnes l'empruntent chaque année. Malgré les risques, la ligne est considérée comme sûre.
Et cette fois encore, aucun incident n'a été déploré. Si l'avenir de la ligne est incertain, une chose au moins est sûre. Les usagers y sont très attachés. Les voyageurs occidentaux apprécient ce slow tourisme très tendance. Comme on ne sait jamais précisément quand on part ni quand on arrive, il règne comme un soupçon d'aventure. Même si les populations locales, elles, aimeraient pouvoir se déplacer plus rapidement.